Alphonse Daudet, un ménage de chanteurs. Comment ne se seraient-ils pas aimés? Beaux et célèbres tous les deux, chantant dans les mêmes pièces, vivant chaque soir, pendant 5 actes, de la même vie artificielle et passionnée. On ne joue pas impunément avec le feu. On ne se dit pas 20 fois par mois « je t'aime » sur des soupirs de flûte et des trémolos de violon, sans finir par se prendre à l'émotion de sa propre voix. À la longue, la passion leur vint dans des enveloppements d'harmonie, de surprises de rythme, des splendeurs de costumes et de toiles de fond. Elle leur arriva par la fenêtre qu'Elsa et Lohengrin ouvrent toutes grandes sur la nuit vibrante de sons et de clarté. Viens respirer les senteurs enivrantes. Elle se glissa entre les colonnes blanches du balcon des Capulets, où Roméo et Juliette s'attardent sur des lueurs d'aube. Non, ce n'est pas le jour, ce n'est pas l'Alouette. Et mollement, elle surprit Faust et Marguerite dans ce rayon de lune qui monte du blanc rustique au volet de la petite chambre, parmi des entrelacements de lierre et de roses fleuries. Laisse-moi contempler ton visage. Bientôt, tout Paris connut leur amour et s'y intéressa. Ce fut la curiosité de la saison. On venait admirer ces 2 belles étoiles gravitant doucement, l'une vers l'autre, dans le ciel musical de l'opéra. Enfin, un soir, après un rappel enthousiaste, comme la toile achevait de se baisser, séparant la salle bruyante d'applaudissements et la scène semée de bouquets où la robe blanche de Juliette traînait sur des camélias effeuillés, les 2 chanteurs furent pris d'un élan irrésistible, comme si leur amour, un peu factice, n'attendait pour se révéler que l'émotion d'un grand triomphe. Leurs mains s'étreignirent, des serments s'échangèrent, consacrés par des bravos lointains et persistants de la salle. Les 2 étoiles avaient fait leur conjonction. Après le mariage, on resta quelque temps sans les revoir à la scène. Puis, le congé expiré, ils rentrèrent ensemble dans la même pièce. Cette rentrée fut une révélation. Jusqu'à ce jour, entre les 2 chanteurs, c'était l'homme qui avait primé. Plus âgé, mieux fait au public dont il connaissait bien les faiblesses, les préférences, il jouait du parterre et des loges avec sa voix. Près de lui, l'autre ne semblait guère qu'une élève admirablement douée, la promesse d'un génie futur. Sa voix trop jeune avait des angles, ainsi que ses épaules un peu minces et grêles. Aussi, au retour, quand elle parut dans un de ses rôles d'autrefois et que le son plein, riche, étoffé, s'échappa dès les premières notes, abondant et pur comme l'eau d'une source vive, il y eut dans la salle un charme d'étonnement si grand que tout l'intérêt de la soirée se concentra autour d'elle. Ce fut pour la jeune femme un de ces jours heureux où l'atmosphère qui vous entoure se fait limpide, légère, vibrante, pour vous apporter tous les rayons, toutes les adulations du succès. Quant au mari, on oublia presque de l'applaudir, et comme tous les éblouissements font une ombre profonde auprès d'eux, il se trouva relégué, ni plus ni moins, qu'un comparse dans le coin le plus obscur de la scène. Après tout, cette passion qui s'était révélée dans le jeu de la chanteuse, dans sa voix doublée de charme et de tendresse, était inspirée par lui. Lui seul donnait la flamme à ses yeux profonds, et cette idée aurait dû le rendre fier, mais la vanité du comédien fut plus forte. À la fin du spectacle, il appela le chef de claque et le secoua de la belle façon. On avait manqué ses entrées, ses sorties, oublié le rappel du 3e acte. Il se plaindrait au directeur. Hélas, il eut beau dire, et la claque eut beau faire, la faveur du public désormais conquise à sa femme lui resta définitivement. Il y eut pour elle un bonheur de rôle bien choisi, approprié à son talent, à sa beauté, où elle apparaissait avec la tranquillité d'une mondaine entrant au bal parée de couleurs qui lui vont et sûre d'une ovation. À chaque nouveau succès, le mari se montrait triste, nerveux, irritable. Cela lui faisait l'effet d'un vol.
cette vogue qui s'en allait, de lui à elle, sans retour. Longtemps, il essaya de cacher à tous, surtout à sa femme, cette souffrance inavouable. Mais un soir, comme elle montait l'escalier de sa loge tenant à deux mains sa robe chargée de bouquets, et que tout à son triomphe elle lui disait d'une voix encore oppressée de la secousse des applaudissements, « Nous avions une belle salle aujourd'hui ». Il lui répondit un « Tu trouves ?» si ironique, si amer, que l'esprit de la jeune femme s'ouvrit à la vérité subitement. Son mari était jaloux. Non pas d'une jalousie d'amant qui veut sa femme belle pour lui seul, mais d'une jalousie d'artiste, froide, féroce, implacable. Parfois, quand elle s'arrêtait à la fin d'un air et que les bravos multipliés tombaient vers elle de toutes les mains tendues, il affectait une physionomie impassible, distraite, et son regard absent semblait dire au spectateur « Quand vous aurez fini d'applaudir, moi je chanterai. » Oh, les applaudissements, ce bruit de grêle qui a de si douces résonances dans les couloirs, la salle, les coulisses. Lorsqu'une fois on l'a connu, il est impossible de s'en passer. Les grands comédiens ne meurent ni de maladie, ni de vieillesse. Ils cessent d'exister quand on ne les applaudit plus. Celui-ci, devant l'indifférence du public, fut pris d'un véritable désespoir. Il maigrissait, devenait hargneux, méchant. Il avait beau se raisonner, regarder bien en face son mal inguérissable, se répéter avant d'entrer en scène. C'est ma femme pourtant, et je l'aime. À la facticité du théâtre, le sentiment vrai tombait tout de suite. Il aimait encore la femme, mais il détestait la cantatrice. Elle s'en apercevait bien, et comme on soigne un malade, surveillait cette triste manie. D'abord, elle avait songé à amoindrir son succès en se ménageant, en ne donnant pas toute sa voix, tous ses moyens. Mais ses résolutions, comme celles du mari, ne tenaient pas devant le feu de la rampe. Son talent, presque indépendant d'elle-même, dépassait sa volonté. Alors, elle s'humilia, se fit petite devant lui. C'étaient des conseils qu'elle lui demandait, s'il l'avait trouvée bonne, s'il comprenait bien le rôle ainsi. Naturellement, l'autre n'étant jamais content. Avec cet air bonhomme, ce ton de fausse camaraderie que les comédiens ont entre eux, il lui disait les soirs où elle avait eu le plus de succès. « Surveille-toi, petite, ça ne va pas en ce moment. Tu n'es pas en progrès. » D'autres fois, il voulait l'empêcher de chanter. « Prends garde, tu te prodigues, tu en fais trop. Ne lasse pas ta chance. Tiens, sais-tu, tu devrais prendre un congé. » Il descendait jusqu'au prétexte bête. Elle était enrhumée, pas en voix. Ou bien, il lui cherchait des querelles de cabotin. « Tu as repris trop vite le final du duo. Tu as tué mon effet. » C'est un parti pris. Sans s'apercevoir, le malheureux, que c'était lui qui la gênait dans son jeu, précipitait les répliques pour l'empêcher d'être applaudi, et dans son désir de reprendre son public, accaparait le haut bout de la scène, laissant sa femme chanter au second plan. Elle ne se plaignait pas, elle l'aimait trop. D'ailleurs, le triomphe rend indulgent, et chaque soir, de l'ombre où elle essayait de se blottir, de s'effacer, le succès l'obligeait à reparaître glorieusement en pleine lumière. Au théâtre, on s'aperçut vite de ce singulier cas de jalousie, et les camarades s'en amusèrent. On accablait le chanteur de compliments sur le talent de sa femme. On lui mettait sous les yeux l'article de la veille où, à la suite de 4 colonnes consacrées à l'étoile, le critique accordait quelques lignes à la vogue presque éteinte du mari. Un jour, en venant de lire un de ces articles, il entra dans la loge de sa femme, furieux, le journal déployé, et lui dit, blême de colère, « Cet homme a donc été votre amant ?» Il en arrivait à ce degré d'injure. Aussi la malheureuse femme, fêtée, enviée, dont le nom en vedette sur l'affiche se lisait maintenant à tous les coins de Paris, accaparée même par les étalages comme une chance de succès, par les étiquettes menues et dorées des confiseurs, des parfumeurs,
avait l'existence la plus triste, la plus humiliée. Elle n'osait plus ouvrir un journal, de peur de lire son éloge, pleurait sur les fleurs qu'on lui jetait et qu'elle laissait mourir dans un coin de sa loge pour ne pas perpétuer à la maison le souvenir cruel de ces triomphantes soirées. Elle voulut renoncer au théâtre, mais son mari s'y opposa. « On dira que c'est moi qui t'ai fait partir. » Et l'horrible supplice continua pour tous deux. Un soir de première représentation, la chanteuse allait entrer en scène. Quelqu'un lui dit « Tenez-vous bien, il y a une cabale dans la salle contre vous. » Cela la fit rire. Une cabale contre elle. Et à propos de quoi, bon Dieu? Elle qui n'avait que des sympathies, qui vivait en dehors de toute coterie. C'était bien vrai pourtant. Au milieu de la pièce, dans un grand duo avec son mari, au moment où sa voix superbe, montée au plus haut point de son registre, achevait le son sur une suite de notes égales et pures, comme les perles rondes d'un collier, une bordée de sifflets l'arrêta net. La salle était aussi émue, aussi surprise qu'elle-même. Le souffle des respirations paraissait suspendu, prisonnier dans les poitrines comme le trait qu'elle n'avait pas pu finir. Tout à coup, une idée folle, épouvantable lui traversa l'esprit. Il était seul en scène, en face d'elle. Elle le regarda fixement et vit passer dans ses yeux l'éclair d'un mauvais sourire. La pauvre femme comprit. Les sanglots l'étouffaient. Elle ne put que fondre en larmes et disparaître aveuglée dans l'encombrement des coulisses. C'était son mari qui l'avait fait siffler.